Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes autres contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète, gratuite, de plus d'1h20 qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir pour cette nouvelle année qui commence que je vous retrouve dans cet épisode. Mais avant de commencer, je vais remercier, comme je le fais tous les 15 jours, tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à John, Clément, Sam, Julien, Clément, Samuel, Alpha, Sonia, David, Romain, Anatole, Johnny, Christophe, Anna, Pierre-Henri et Jérémy. Je suis navré pour tous ceux que j'oublie qui m'ont écrit sur Instagram. Vous avez été extrêmement nombreux, donc un grand merci à tous. Nous sommes 4280 sur YouTube. Ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Ça monte tranquillement. Seulement 433 notes sur Apple Podcast. Qu'est-ce qui se passe? Pas de notes en plus pendant la semaine qu'il y a eu là depuis la sortie du podcast. Je compte sur vous. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître, à faire que ce podcast touche plus de monde. Donc voilà, si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram où nous sommes 9691. Les 10 000 abonnés se rapprochent petit à petit, se font vraiment désirer. Je m'étais fixé l'objectif de les atteindre pour 2023. Bon, c'est raté, hein. Voilà, c'est raté. Mais pour 2024, on est le 1er janvier, au moment où ce podcast sort. J'ai bon espoir qu'on y arrive assez rapidement. Donc, aidez-moi à passer les 10K, s'il vous plaît. N'hésitez pas. C'est ce qui me permet aussi d'avoir un peu de Instagram credibility pour avoir toujours plus de nouveaux intervenants dans ce podcast. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est aussi là où je partage du contenu tous les jours. Les petites news, nous sommes le 1er janvier. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour vous accompagner pour le 1er janvier. Pour moi, la fin de l'année, c'est toujours un rituel. Je vous le dis à chaque fois parce que voilà, ça y est. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, je les ai pas encore eus. Mais le 30 décembre, j'ai eu 42 ans déjà. Et ça fait 5 ans que j'ai quitté la rat race. Au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait 5 ans et 1 jour que j'ai quitté mon job. Et c'est fou. C'est fou. On dit souvent qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Je ne pensais pas qu'en 5 ans, je ferais autant de choses. C'est clairement vrai. Quand j'ai quitté mon ancien job d'entrepreneur de travaux publics, j'espérais juste que mon bateau indépendance financière ne coule pas et puisse tenir le rythme et la cadence avec mes 4000 balles de cash flow. Et en fait, j'ai développé énormément de choses, que ce soit avec Ben, on a développé AB Invest, on a développé notre société foncière, on a plein de projets. Ma rencontre avec Yann, la création des Gentlemen Investisseurs, l'aventure incroyable qu'on vit avec Yann depuis tout ce temps, la rencontre avec Fabien, la création de nouveaux départs et maintenant la parenthèse indépendance qu'on anime tous les 4, où on peut vivre tout ça ensemble. C'est juste complètement fou. Tout ce qu'on a fait en termes de lotissement, en termes de business. J'ai écrit 2 livres. Je vais pas tout lister parce que c'est fou. J'ai rencontré
tous les gens que je kiffais dans le domaine du podcasting. Et ce podcast, le premier podcast de début d'année, c'est justement une interview avec Antoine BM, qui est une personne qui m'a énormément inspiré dans ce domaine-là. Donc, c'est un bonheur de pouvoir faire cette interview. Et je suis aussi passé sur la chaîne d'Antoine. Mais je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, vous pourrez aussi voir ça. Ça fait vraiment très, très plaisir. Mais voilà, tout ça pour dire que on surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Moi, en 5 ans, ma vie, elle a complètement changé. C'est fou, j'ai pas vu passer le temps. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, de pouvoir quitter votre job et vivre une belle indépendance qui fait du sens pour vous. Vous avez vraiment des moments de bonheur, d'éclate. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Quand j'enregistre ce podcast ce matin, on avait une grosse semaine. Donc, j'enregistre à 8h du mat et c'est rare que j'enregistre aussitôt. Mais c'est un bonheur même d'être là derrière ce micro, de pouvoir faire tout ce qu'on fait. C'est fantastique. Et je le souhaite à tout le monde. Et justement, je vous disais, moi, la fin d'année, pour moi, c'est un moment qui est particulier parce que comme je fête mon anniversaire, je prends une année de plus à chaque fois et il y a cette pause d'hiver, cette pause pour Noël où on a 15 jours. Il y a souvent une semaine folle entre Noël et le jour de l'an et soit avant, soit après, ça dépend des années, mais une semaine un peu plus cool. Et moi, je profite toujours de cette semaine pour faire mon bilan de l'année. Voilà. Qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Qu'est-ce que je voulais accomplir? Donc, je reprends mes objectifs pour l'année. Là, c'est ce que je vais faire ces vacances. Enfin, je ne l'ai pas encore fait au moment où vous l'écoutez. Ce sera d'ailleurs pas encore fait parce que cette année, comme les vacances sont faites, on reprend le 8 janvier. Donc moi, je vais le faire cette semaine. C'est pour ça que ça tombe très très bien. Je vais reprendre tous mes objectifs de l'année 2023 et je vais regarder si je les ai atteints. Si je les ai pas atteints, pourquoi? Est-ce que je me suis trompé d'objectif? Est-ce que finalement, c'était un objectif qui n'était pas si important que ça pour moi? Est-ce que c'était un objectif important et je suis passé à côté? Auquel cas, pourquoi je suis passé à côté? Donc, je fais un bilan de l'année et j'en profite pour dresser mes objectifs pour l'année 2024. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Encore une fois, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des montants, mais c'est des choses qui sont importantes. Et typiquement, je vous parlerai tout à l'heure, mais je peux en parler maintenant d'ailleurs, du voyage au Japon. C'était dans mes objectifs 2023 de préparer mon voyage au Japon. Et je me suis rendu compte à quelques semaines de la fin d'année que j'avais rien fait pour ça. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était un objectif important pour moi? Et ça l'était clairement, parce que pour moi, c'est vraiment important de faire découvrir ce pays à mes enfants, de partir avec Elodie, de partir tous ensemble. Et du coup, je me suis bougé, quoi. J'en ai parlé sur le podcast et j'ai Kevin qui s'est manifesté, Kevin qui est un auditeur d'une vie de liberté, qui a gentiment accepté de m'aider à organiser ce voyage et ça me fait trop, trop plaisir. On a déjà bien attaqué. J'ai pris mes billets d'avion, donc ça y est, je pars au Japon au mois d'avril. C'est un voyage qui va être fantastique. C'est un rêve que je réalise, un rêve de plus que je fais passer pour les gens qui me suivent sur Nouveau Départ, sur le côté PNL, de ma colonne onirique à ma colonne besoins matériels sur mon tableau des besoins. Ça aussi, ça va être important, hein. J'en parle encore, mais je vous pousse pas à la conso sur ce podcast. Vous savez que je suis pas toujours à vous dire achetez les formations. Mais quand je vois tout ce qu'on a construit sur Nouveau Départ avec Fabien, la formation Vivre enfin libre, c'est pour moi aussi un aboutissement de ces 5 années de podcast, pouvoir proposer une vraie formation qui apprend les bases de la PNL pour pouvoir vivre enfin libre et que ça ne dépende pas des circonstances. Parce que la PNL, c'est ça. Votre bonheur, il ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais il dépend de la perception que vous en avez. Et on peut s'offrir d'autres perceptions. C'est une question de choix pour aller mieux. Et je trouve que aussi, ces vacances, ces vacances de Noël, c'est un bon moment pour faire tout ça, pour se poser, faire son tableau des besoins. De quoi j'ai besoin pour être heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? Et ça, c'est la base, quoi. Donc, à vos tablettes, j'ai fait beaucoup de podcasts sur les bilans. N'hésitez pas à revenir des fois sur les épisodes des années précédentes. Je vous referai pas un épisode sur le bilan cette année. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pas encore fait le mien. Peut-être un peu plus tard. Je ferai un épisode sur mon bilan de l'année 2023. Mais voilà, je vous invite vraiment à prendre ce moment pour vous. C'est vraiment très important à prendre un peu cette petite parenthèse dans ces vacances pour faire le point sur là où vous en êtes. Et d'ailleurs, en parlant de parenthèse, ça commence à faire vraiment short notice pour l'instant. Mais il nous reste encore
4 places pour la parenthèse de janvier. C'est dans 15 jours maintenant, c'est du 17 au 19 janvier. Si jamais ça vous intéresse, il ne reste plus que 4 places. La parenthèse indépendance, c'est justement le coaching qu'on organise avec Yann et avec Fab et Ben, ce coaching intensif sur 3 jours pour se poser. Là aussi, c'est l'idéal, hein. C'est encore le début d'année. Si vous voulez avancer, propulser votre patrimoine, on a déjà plus de 70 investisseurs qui nous ont fait confiance sur l'année 2023. Donc, n'hésitez pas, si ça vous tente, on sera ravis de vous avoir avec nous. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous parlais de nouveau départ avec mon Fab. Le coaching intensif nouveau départ, c'est des ateliers qu'on organise où vous venez chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler vraiment sur apprendre à être heureux. Voilà, apprendre à avoir une vie riche, une vie épanouie. Donc là, on parle pas d'argent, on parle vraiment de bonheur, même si parfois ça passe aussi par l'argent, par le développement. Mais voilà, on a eu une première session au mois de novembre qui a été exceptionnelle, qui vous a énormément plu. On a eu 10 personnes qui sont venues, 10 participants, et on voit vraiment leur vie changer derrière. Et on avait 2 dates qui étaient assez proches, et avec Fab, on est aussi tous les deux très pris, donc on les a fusionnés. On fera 3 coachings par an, a priori, 3 coachings nouveau départ. La première date, elle sera le 21 et 22 mars. Ça y est, c'est la date définitive. On a déjà 5 participants. On va en prendre 10, donc c'est déjà à moitié rempli. N'hésitez pas, si ça vous dit, vous avez le lien dans la description et je me tiens à votre disposition sur Insta si vous voulez en parler. Ça, c'est Game Changer aussi, nouveau départ. Ça va être fantastique, encore une fois. Et dans un tout autre registre, le Mastermind Division Foncière et Marchand de Biens, le Mastermind qu'on anime avec Ben, c'est des formations sur 2 jours où on vous ouvre tous les bureaux d'AB Invest, on vous montre nos opérations, on vous ouvre les livres de compte, vous pouvez tout voir, combien on a gagné sur chaque opération, quelles conneries on a faites pour pas que vous les fassiez à votre tour. Vraiment, 2 jours 100% marchand de biens. Ce sera les 4 et 5 avril 2024. On prend que 8 personnes à chaque fois. Il y a déjà 4 places qui sont parties. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. Je sais que c'est pas tout de suite, mais encore une fois, ça va partir très vite. Et on a une nouvelle idée peut-être d'émission avec Ben, on va voir comment on va le formaliser. On est en train d'y réfléchir. Je vous avais parlé sur la chaîne peut-être de faire des lives autour du marchand de biens, mais voilà, vous le savez, on est des entrepreneurs libres avant tout, et dans entrepreneur, il y a entrepreneur, mais il y a aussi le mot libre. Et Ben, il a une famille, et le soir, il a besoin de passer du temps avec eux, et il a bien raison. Donc, c'est un peu plus compliqué de faire des lives. Mais par contre, on se pose la question, pourquoi pas, pour remplacer un vlog, une fois par mois, faire une émission un peu secret de marchand de biens, une émission vraiment dédiée aux marchands de biens avec des thèmes, comment trouver sa première affaire, comment développer son réseau, comment diviser un immeuble, comment diviser un terrain. Et on en parlerait pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, tous les deux au bureau, maintenant qu'on a des vrais locaux. Dites-moi si ce format-là peut vous intéresser et n'hésitez pas en commentaire à me donner aussi vos premières questions, par exemple, pour cette nouvelle émission. Voilà, ça remplacerait un des vlogs que je fais le mercredi à 18h. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, donc pour ces news, encore une fois, merci à toi Kevin de m'aider à organiser ce beau voyage au Japon. Et je vous souhaite encore à tous et à tous une très bonne et heureuse année 2024. Avec, comme disent les vieux, oui, j'ai 42 ans maintenant. Avec la santé, si on a de la santé, on fera tout le reste. Allez, je vous propose de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Et c'était Nico Popovic qui était assis ici à côté de moi. Mon pote Nico, ça vous a fait vraiment plaisir ce podcast. Ça vous a fait kiffer de nous voir ensemble. Au moment où j'enregistre ce podcast, il est sorti seulement depuis 1 semaine. Il bat tous les records d'écoute de la chaîne de podcast. Donc, ça me fait très, très plaisir. Ça se voit quand 2 podcasteurs se rencontrent que ça fait exploser les chiffres. Donc, merci beaucoup à vous. Et je suis content de voir que ça vous a fait plaisir de nous avoir ensemble. Puis encore une fois, c'est chouette, ça prend plus de temps. Mais voilà, se rencontrer en vrai, on allait manger, on s'est fait un petit resto avec Nico. On a pris du temps pour lui montrer les bureaux. Et c'est ça qui est cool, c'est de vraiment vivre un truc humain plus que juste faire un truc sur Zoom, même si des fois c'est cool aussi, quoi. On a un message de Clément
Clément qui me dit « Salut mon tonton, c'est toujours du haut niveau tes podcasts et je te remercie de me booster comme ça. De plus, cet échange est hyper constructif. » Nicolas Popovic, dont je suis également ses vidéos, un recul très intéressant sur l'immobilier et la bourse, c'est vraiment top. Merci à toi Clément. Effectivement, moi je tiens à le souligner, c'est qu'au départ, je suis un auditeur moi des podcasts de Nico. Il a commencé bien avant moi sur le net et au départ, j'étais un auditeur dans ma voiture. Et ça aussi, je trouve que c'est inspirant de se dire qu'on peut être un auditeur de podcast, avoir un peu des gens qu'on apprécie dans le monde du podcasting, comme Nico justement, comme Antoine, qui est le podcast de la semaine, comme Antoine BM, et de se dire que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes-là, j'ai pu faire des podcasts avec eux, que ce soit sur ma chaîne, mais aussi des gens qui m'invitent sur leur chaîne. Et en PNL, on dit que quand on a des gens qu'on estime et qui nous rendent l'appareil, ça en dit aussi long sur nous. Donc ça me fait très plaisir. C'est des choses qui me vont droit au cœur. Et je trouve ça chouette. Et merci de le souligner, mon petit Clément. On a un message de Anatole. Là, on va rentrer dans le dur. Anatole qui nous dit « Être locataire, c'est un luxe. Ah oui, ça c'est sûr, je le vois. Tous mes collègues qui attendent 3 semaines que le proprio se bouge à faire venir des artisans pour réparer le ballon d'eau, etc., à tel point qu'ils mettent souvent de leur poche pour réparer eux-mêmes. J'avais un ami investisseur qui disait pareil, qu'acheter sa RP était pas forcément une bonne option. Perso, j'avais pas encore acheté, ce qui est le cas maintenant, et je défendais le fait d'acheter, notamment sur le fait que quand tu as un vrai chez toi, ça peut aussi jouer sur le plan émotionnel. Le fait de savoir que c'est chez toi, tu t'y projettes plus loin, et perso, je me sens beaucoup plus créatif dans mes approches de mes business perso. Je n'aurais jamais eu ces idées si j'étais resté locataire. Il faut voir les choses dans la globalité, pas que l'aspect financier, l'aspect émotionnel d'avoir sa propre ERP joue beaucoup sur le mindset. Et là, les gars, en fait, je vais vous répondre pour moi, en tout cas, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Nico, il a choisi de rester locataire et je vous dévoilerai pas son patrimoine, mais ça l'a pas empêché d'avoir une grande réussite. Donc, c'est pas une recette, c'est pas du prêt-à-porter, quoi. C'est pas one size fit all, quoi. On n'est pas chez Pull&Bear, là. On est chez le tailleur de luxe. C'est chacun voit midi à sa porte. Moi, bien sûr, Anatole, je partage ton avis. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai été très peu locataire dans ma vie. J'étais locataire quand j'étais étudiant. J'étais locataire entre mes 2 résidences principales. Je suis resté 2 ans. Et vraiment, quand j'y repense, j'ai de la nostalgie parce que c'était pendant la période de 2020, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de cette période où on est resté à la maison pendant un petit moment. J'ai de la nostalgie, pas de la nostalgie, mais j'ai de la tendresse pour cette période parce que on a passé beaucoup de temps en famille, on a fait du pain, tu vois. Moi, pendant cette période, j'ai vécu ma meilleure vie. Ma compagne ne travaillait pas, donc on a pu être à la maison, on a pu profiter à fond avec les enfants aussi. C'était assez cool et je me rappelle de cette maison de location qui était exactement comme tu décris, bien loin d'être parfaite. J'avais un Velux dans mon bureau. J'ai aussi de la nostalgie parce que c'est là qu'est née une vie de liberté, tu vois, dans ce bureau-là, mais j'avais un Velux. Quand il pleuvait, ça me goûtait sur la tête. Et pourtant, c'était une jolie maison. C'était pas du tout un taudis. C'était une très belle maison. Elle faisait quasiment 200 mètres carrés. J'étais refait là-dedans. Mais c'était pas chez moi, tu vois. Voilà, c'était pas chez moi. Et je n'allais pas mettre d'argent dans cette maison. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. Il y avait plein de trucs qui étaient pas ouf. Mais moi, j'étais pas prêt à mettre de l'argent dans cette baraque. Donc, je dirais pas que c'était un luxe, tu vois, d'avoir été locataire dans cette maison. En revanche, et vous le verrez tout à l'heure pour ceux qui me regardent sur YouTube, je suis allé enregistrer un podcast chez Antoine BM, chez lui à Paris. Il habite sur l'île Saint-Louis. Je dévoile rien parce qu'il en parle dans ses vidéos. Il a un appartement qui est incroyable, qui est magnifique, dans une cage d'escalier magnifique avec des moulures partout. Il n'est pas propriétaire de cet appartement, il le loue. Quand on voit le prix de cet appartement, la location est bon marché, parce que pour son propriétaire, la rentabilité est nulle, si tu veux. Donc, quelque part, quand tu as un business qui marche très très fort, moi, je suis un propriétaire convaincu dans l'âme, donc je ferai pas ça, peut-être pas ces choix-là, mais par contre, c'est des choix que je comprends. L'appartement, tu peux être propriétaire peut-être d'une petite maison dans le 92 et tu payeras bien moins cher de crédit que tu vas payer de loyer pour cet appartement. Mais par contre, niveau inspiration, c'est juste fou. Tu as la vue sur la Seine, tu as 2 pas de Notre-Dame, c'est complètement incroyable. L'expérience de vie est folle, tu vois. Et ça, quelque part, pour un loyer, tu peux te le payer. S'il faut que tu achètes l'appartement,
c'est hors de prix. Il n'y a même pas de prix pour ces appartes, en fait. C'est pas des appartements qui vont sur le bon coin. C'est des appartements qui se vendent déjà entre les propriétaires de l'immeuble, entre familles fortunées. Tu vois, c'est très, très rare de pouvoir mettre la main sur ce genre d'appartement. Donc, ta seule option, c'est de les louer, tu vois. Et là, l'expérience de vie, elle est incroyable. En revanche, tu vois, pour moi qui suis un campagnard qui vit à la campagne, j'ai besoin d'être propriétaire de ma RP parce que pour moi, ça fait plus de sens déjà pour pas enrichir un propriétaire. Et ensuite, j'ai pu faire exactement ce que j'ai voulu. J'ai une maison qui, aujourd'hui, en tout cas, à mon sens, pour moi, je trouve magnifique. C'est pas immense, tu vois. Et encore une fois, j'ai un grand garage. Et si tu mets avec le garage, il y a peut-être 150 mètres carrés, ou 160. C'est très, très bien pour moi. C'est largement suffisant. J'ai une piscine, j'ai une vue sur des montagnes qui est juste incroyable. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est hyper inspirant. Regarde, comme les bureaux où je suis, j'enregistre pas dans une cave, quoi. J'enregistre dans un bureau qui m'inspire, qui me pousse à me dépasser, qui est beau, parce que la beauté, elle fait du bien. Donc, je te rejoins. Moi, j'ai envie d'être propriétaire, mais je voulais nuancer parce que c'est pas une réponse toute faite. Et on va terminer justement avec un message de Johnny. Johnny qui est un peu belliqueux quand même, qui me dit Nickel Popovic, mais à chaque fois, il dit n'importe quoi sur la RP. Et c'est dur de lui faire entendre raison, mais la niche fiscale RP existe et c'est le meilleur moyen de démarrer quand tu n'as pas un rond. J'ai fait 2 allers-retours en RP en 5 ans et plus de 100 000 euros de plus-value de la rénovation et toujours avec ma femme. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Et après, on a quelqu'un, j'ai pas de pseudo, mais qui répond au message de Johnny. Depuis 2018, j'ai fait 4 RP en banlieue lyonnaise et j'ai vendu la dernière en mars 2023. Je suis à 283 000 euros de plus-value au total. Et actuellement, je suis passé en location en maison. Maintenant, c'est bien fini les plus-values. On est plutôt sur des moins-values. Et c'est là où je veux nuancer tout ça. Tu vois, la première année où j'ai démarré AB Investissement, on a fait 300 000 euros de marge. J'étais locataire, tu vois. Et là, toi, pour faire 300 000 euros, ça t'a pris 5 ans et 4 déménagements. C'est pour ça que je veux toujours nuancer. Bien sûr que la niche fiscale de la RP, elle est énorme. Je pense que ce que souligne Nico et ce qu'il veut dire, c'est que si tu achètes mal, si tu te colles une rat race sur ta baraque, bien sûr que t'es foutu. Et bien sûr que ça va te coûter une blinde, tu vas payer les frais de notaire, tu pourras jamais la revendre au prix. La plupart des gens font des erreurs monumentales avec leur résidence principale. Bien sûr que quand tu l'achètes comme un investisseur, que tu le fais de cette façon-là, c'est une niche fiscale incroyable. Moi-même, j'en ai bénéficié. C'est pour ça que j'ai revendu mon ancienne RP. C'est pas pour la plus-value, hein. Mais quand j'ai décidé de la revendre, heureusement d'ailleurs que c'était pas que pour ça, que c'était pas pour ça. Mais par contre, j'étais bien content de la prendre. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'en ai bénéficié. C'est un levier intéressant. Après, quand tu as une femme, des enfants, c'est moins évident de déménager tous les 4 matins. Mais je suis d'accord aussi. En fait, voilà, c'est pas du prêt-à-porter, c'est selon la situation de chacun, ça peut être un levier vraiment énorme. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Ça sera toujours cette grande question. Est-ce que la RP est un actif ou un passif? Moi, la mienne, je pense que elle est aujourd'hui, si je la revends, je suis en plus-value. Et elle a été bien achetée, elle a été très bien rénovée, elle me coûte pas cher en entretien. Je pense que c'est un actif par rapport au fait d'enrichir un propriétaire. Pour moi, ça ne correspond pas en tout cas. Je ne peux pas le faire. Mais il y a des gens pour qui ça convient. Le tout, c'est d'avoir une stratégie qui soit cohérente. Si tu es locataire et qu'en plus tu crames toute ton oseille, faut que tu écoutes plus le podcast parce que sinon tu es un peu foutu. Et donc voilà, j'en ai fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose de passer au podcast de cette quinzaine. Et le podcast, c'est l'interview d'Antoine BM. Antoine, je suis très heureux de le recevoir sur Une vie de liberté. Ça me fait très très plaisir. Moi au départ, je suis un abonné d'Antoine. Je l'ai découvert quand j'étais en vacances en Corse en 2016. Je m'en rappelle encore parce que j'ai vu ce gars qui était toujours habillé en noir, qui était un peu à la Steve Jobs et qui parlait de liberté. Et je trouvais ça fascinant. On a peu près 10 ans d'écart avec Antoine. Et j'ai trouvé ça fascinant, la façon dont il parlait de liberté, comme il s'exprimait. Et j'étais vraiment transporté. Et ensuite, entre 2016 et 2018, il avait un podcast qui s'appelait... Alors au départ, je crois que c'était Choisir la liberté. Après, ça a été déchaîné. Et il parlait énormément de liberté. Il était très, très inspirant. Et vous le verrez, Antoine, c'est quelqu'un qui a une très bonne éloquence, qui parle très, très bien, qui est très inspirant. Moi, ça me faisait du bien d'écouter Antoine sur le chemin de ma rat race, en élaborant dans ma voiture, je m'en rappelle, mes plans pour atteindre ma liberté financière, pour vraiment arriver jusqu'au bout. Et
il faisait un podcast quotidien à une époque. Donc, c'était mon rendez-vous. Chaque jour, j'attendais avec impatience son podcast et j'avais un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure d'évasion dans ma voiture. Et c'est aussi ce que j'ai voulu transmettre quand j'ai fait Une vie de liberté, de me dire, il y a des gens qui vont m'écouter dans leur voiture et ça leur permettra aussi, comme moi, peut-être de s'évader à une époque où c'était pas facile. J'ai l'impression de rendre un peu. Et en 2020, Antoine, il a lancé un appel sur sa chaîne. Il a décidé de faire le tour de France des entrepreneurs libres. Et moi, à l'époque, j'étais marchand de biens. Et avec la partie business Internet, j'avais réussi à générer à peu près 2000 € par mois. Et je m'étais dit, mais ça fait un tout petit salaire, pour le coup, une fois qu'on a enlevé les charges. Mais j'aurais pu en vivre, en tout cas, pour commencer. Donc, j'ai postulé. Et ma candidature a été retenue et j'ai eu la chance d'être interviewé par Antoine pendant mes vacances, avec mes enfants, pendant mes vacances en van à Rocamadour. C'était une expérience folle et Antoine m'a donné beaucoup de lumière à l'époque et je l'en remercie parce qu'il m'a aidé à continuer de faire exploser ma chaîne YouTube. J'ai rencontré énormément de mes abonnés grâce à cette vidéo. J'ai rencontré Luc, mon petit Luc qui monte tous ses podcasts, qui est mon podcast manager, qui est bien plus qu'un monteur de podcast, qui est un collaborateur chevronné et grandement apprécié au sein des gentlemen d'Une vie de liberté et de Nouveau Départ. Et c'est une rencontre qui a été possible grâce à Une vie de liberté et grâce à grâce à Une vie de liberté bien sûr, mais grâce à cette rencontre avec Antoine et grâce à cette vidéo avec Antoine, c'est ça qui a permis de me faire connaître avec Luc. Donc c'était vraiment top. Et là, Antoine récemment a sorti une vidéo sur sa chaîne qui m'a interpellé, une vidéo qui s'appelait J'ai des problèmes d'argent. Et c'était très intéressant. Il racontait un peu ses problèmes d'entrepreneur parce que il a réussi à faire un business qui est très très lourd, très très sérieux. Plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc c'est magnifique, c'est énorme. Et il a voulu nous parler de tout ça. J'ai décidé de lui demander d'approfondir le sujet de cette vidéo sur la chaîne, puisqu'on parle aussi beaucoup d'argent ici. Bien sûr, on parle pas que de ça, on parle de plein de choses. C'est un juste retour des choses pour moi de recevoir Antoine sur sa chaîne. Et on a aussi fait un match retour sur sa chaîne. Donc, que sont-ils devenus? Voilà, 4 ans après, 3 ans et demi après cette vidéo. Et je vous inviterai aussi à aller la voir si ça vous tente. En tout cas, c'est un podcast que j'ai pris un énorme plaisir à faire. Pour moi, c'était un bonheur de recevoir Antoine sur la chaîne. J'espère que le podcast vous plaira. Je parle toujours trop. Je vous laisse avec Antoine et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie d'Antoine. Comment ça va, Antoine? Ça va super. Merci de m'interviewer, ça fait très plaisir. Merci à toi. Alors, merci en plus de me recevoir chez toi, parce qu'ici, on est chez toi. C'est un plaisir de monter et de te voir. Tu fais partie des entrepreneurs libres du web qui m'ont énormément inspiré. Je t'ai rencontré, j'ai fait ta connaissance en tout cas en 2016. Ouais. On s'était rencontrés en 2020. Tu m'avais interviewé pour ta chaîne. Ouais. Et j'en profite encore une fois pour te remercier parce que tu m'as donné un sacré aussi coup de visibilité et qui a donné un bon coup de boost aussi. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais Luc, mon podcast manager, qui monte tous mes épisodes, a fait ma connaissance par notre interview. Donc, c'était un de tes auditeurs au départ, un de tes abonnés. Il faut dire que l'interview était très intéressante et tu as raconté plein de choses, je pense, qui ont donné envie aux gens de te suivre. Ouais, merci à toi. Et puis, on a fait le match retour sur ta chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pour certains de mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Antoine BM. Je suis formateur en ligne depuis, ça fait 11 ans maintenant. J'ai lancé ma première formation à 18 ans. Je sortais du lycée, j'en pouvais plus de ma vie, j'avais envie d'être libre et je découvrais des blogueurs qui gagnaient leur vie comme ça en vendant des formations. Et je me suis dit, c'est mon rêve, j'adore créer du contenu, j'adore enseigner, partager des conseils et il y a moyen de gagner de l'argent avec ça, mais c'est merveilleux. Du coup, je lance ma première formation, je fais 800 €, je m'achète un scooter, je suis super content. Je gagne un tout petit peu en autonomie avec mon scooter, bon finalement je ne le garderai pas longtemps. Et en fait, 3 ans plus tard, je décide d'arrêter mes études pour me lancer à plein temps, en tout cas pour faire une année de césure, donc une année pendant laquelle je vais essayer de vivre de mon activité. Et ce que je dis à ma mère, qui m'héberge à ce moment-là, c'est si j'y arrive pas, je retourne à l'école, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Et forcément, c'était une grosse motivation pour moi pour y arriver, parce que j'avais pas envie d'abandonner ce rêve. Et donc je suis parti à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, j'ai commencé à faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, à lancer des formations toutes les 2 semaines. Et petit à petit, j'ai commencé à en vivre. Et ensuite, ça s'est développé. L'année dernière, j'ai généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une audience qui est
qui est pas énorme, mais qui est très active, un peu comme la tienne, Ouais. et qui me demande constamment, ok, est-ce que tu peux faire une méthode là-dessus, est-ce que tu peux faire une méthode là-dessus, et je fais des méthodes pour aider mon audience à son tour à construire une activité autour de sa passion, à développer sa propre audience, à organiser son travail pour que ce soit simple, élégant et fonctionnel, et à gagner leur vie sur Internet en vendant leurs produits. C'est excellent. C'est vraiment passionnant tout ce que tu me dis. J'ai plein de questions qui arrivent. Il y a la première qui est chouette, c'est que moi, ce que je te disais, je t'ai rencontré, j'ai fait ta connaissance en 2016 avec tes vidéos. Et en fait, on a vu toute ton évolution. Au départ même de tes premières vidéos, de tes premiers milliers d'euros. Et ta première société, où je me rappelle, à l'époque, tu avais créé, tu étais en auto-entreprise. Ouais. Ensuite, quand tu avais déposé les statuts de ta première boîte. Et moi, j'ai l'impression de t'avoir vu évoluer, tu sais, c'est comme un épisode de Malcolm, un peu, on t'a vu grandir et évoluer. J'ai l'impression, moi, que ça t'apporte aussi beaucoup de légitimité, tout ça, parce que les gens voient que c'est réel. Est-ce que tu penses que c'est lié, tout ça, cette ancienneté sur YouTube? Je crois que le fait déjà de build in public, tu vois, de partager ce que tu fais, ça rend ça plus concret, plus réel aux yeux des gens. En fait, moi, je mets beaucoup d'efforts à essayer de me mettre dans la peau des gens qui me suivent et essayer de me dire, ok, ils sont confrontés à tel problème, qu'est-ce qu'ils ressentent en ce moment, quelles sont leurs douleurs, est-ce qu'ils ressentent de la colère, est-ce qu'ils ressentent de la jalousie, est-ce qu'ils ressentent de la tristesse. Et j'essaie vraiment de mettre dans leur peau et de me dire, comment est-ce que je peux leur faire comprendre que ce qu'ils ressentent, c'est légitime, c'est normal, je suis passé par là aussi, et qu'ils peuvent en faire une force et construire avec ça, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire dans mes contenus, et je pense que le fait d'être là depuis longtemps, évidemment, ça te donne une légitimité, ça te donne une crédibilité. En fait, juste la longévité, c'est un peu injuste pour les gens qui viennent d'arriver, mais la longévité, c'est un bonus, c'est un très très gros bonus. C'est-à-dire que même si tu fais quelque chose qui est moins bon que les autres, mais que tu es là depuis avant eux, tu vas gagner un petit peu en légitimité, et puis tu as des gens qui t'aiment par nostalgie. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à gagner leur vie sur Internet à l'époque où je faisais mes contenus et où moi-même je commençais à gagner ma vie sur Internet, et du coup, ils ont associé cette période de leur vie à mes contenus, et donc ça crée... ils disent, voilà, Antoine, on le connaît bien, enfin... Ça m'arrive, je vais souvent dans des soirées d'entrepreneurs ou des afterwork, des trucs comme ça, et très souvent, il y a des gens qui me connaissent. Alors, pas toujours des gens qui sont dans mon audience actuellement et qui suivent toutes mes actualités. Finalement, j'ai pas tant de super fans que ça, tu vois, ça reste un noyau dur. Mais beaucoup de gens me connaissent parce que, à une époque de leur parcours entrepreneurial ou de leur parcours créatif, ils ont suivi mes vidéos, ou ils ont acheté, souvent les gens ont acheté une de mes formations, ou ont profité d'une formation gratuite que j'ai offert à un moment. Et j'y ai un petit bout de moi dans leur parcours, tu vois. Et ça, c'est un super pouvoir, parce que le jour où tu reviens et tu redeviens pertinent pour eux en diffusant une bonne pub, par exemple, au bon moment, ils vont te connaître, en fait. Ils te font déjà confiance, ils savent déjà qui t'es, ils savent que tu vas pas leur faire à l'envers, ils savent que tu t'es pas là pour partir avec la caisse, et donc ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour eux de re-rentrer, en fait, dans ton tunnel. Ouais, ça c'est typiquement, enfin, t'as tout à fait raison, et je fais partie de ces gens-là, moi, en tout cas, à chaque fois où j'ai jamais lâché, en fait, ta chaîne, j'ai toujours suivi, des fois avec plus ou moins d'assiduité, mais à chaque fois, j'ai toujours appliqué les conseils pertinents. J'avais fait ta formation à la carte, ça m'avait aussi beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que parce que j'ai tendance aussi à faire ça, mais à décomplexifier tout ça, à essayer d'y rendre accessible. On en parlait tout à l'heure en off, mais montrer que c'est pas que pour les mordus de la tech. Moi, je suis nul. Et c'est aussi grâce à toi où j'ai finalement compris que ce qu'on voulait faire passer, c'était des idées avant tout. Et au final, bien sûr qu'il faut un son qui grésille pas et qui soit limpide pour que tes idées, elles passent. Mais l'idée, c'est de transmettre des idées avant tout. Ouais. Je pense que un truc j'ai l'impression en tout cas ne comprennent pas des gros formateurs en ligne business, c'est que pour être inspiré par quelqu'un, il faut qu'on puisse s'identifier à cette personne. Et tu as des gros formateurs qui deviennent tellement gros, ils projettent tellement de fastuosité, de puissance, de regarder ce que je suis devenu, c'est incroyable et tout, que pour les gens qui les suivent, je pense qu'ils perdent cette identification. Et en fait, aujourd'hui, leur business, ça n'a plus rien à voir avec un business indépendant. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe de 15 personnes, ils ont des process super compliqués, ils utilisent des outils incompréhensibles, professionnels, des caméras à 3000 balles. Et en fait, quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur Internet va pas pouvoir se dire « Ok, ce que fait cette personne, je me vois le faire et je vais le faire. » Donc moi, ce que j'essaye de faire, tu vois, à mon niveau, c'est de me dire malgré le fait que j'ai un business qui est quand même bien installé, que ça fait longtemps que je suis là et tout, est-ce que je peux encore travailler comme si j'étais débutant ?
Ouais. C'est-à-dire avec des outils de débutants. Tu vois, récemment, j'ai testé une petite caméra, la petite DJI Osmo Pocket. C'est une caméra à 600 € qui a été pensée pour les papas qui filment leurs enfants à la plage. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on peut pas monter un business sur YouTube avec ça, en fait? Est-ce qu'on est obligé, quand on est sur YouTube, de devenir un gros YouTuber avec un super montage, avec des cuts toutes les 2 secondes, des effets visuels, la musique de fou, des miniatures designées par un graphiste professionnel? Ouais. Est-ce qu'on est obligé, en fait? Ouais. Et je me rends compte que non. Je me rends compte qu'en fait, on peut aujourd'hui faire tourner un business, même un business qui grossit jusqu'à une taille qui est assez impressionnante, tout en gardant les choses très simples. Et je pense que c'est ça que mon audience aime, en tout cas chez moi, c'est que peu importe en fait la taille de mon business et mon ancienneté, ce que je fais aujourd'hui maintenant, ils peuvent le faire aussi. Ouais. Et ils le voient. Et c'est pour ça que je le montre, en fait, je montre les coulisses et tout. Ils peuvent le faire aussi. Et ça, je pense que c'est inspirant. T'as tout à fait raison et je trouve que c'est génial. Et moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de garder dans mon business en ligne, qu'il y ait le moins de chemin possible entre mes idées et mon audience. Et tu vois, on voit des chaînes YouTube qui ont beaucoup de succès. Moi, j'aime bien les voitures, mais tu vois, des gens comme Akram ou GMK, c'est des gens qui se filment avec juste un téléphone à bout de bras et qui ont fait des chaînes à plusieurs millions d'abonnés juste comme ça. Et à contrario, tu vois des gens comme la chaîne Villebrequin qui a une grosse progression en 7 ans. Ils viennent d'annoncer il y a 15 jours qu'ils arrêtaient parce que justement ces grosses prods énormes avec des équipes, avec des dizaines de caméras et des semaines de préparation, en fait, ils ont pété un plomb. Et maintenant, les 2 mecs ont une chaîne Twitch, tu vois, dans leur bureau. Ils sont revenus là. Il y en a plein qui sont passés par là, tu vois. Antoine Daniel, même McFly et Carlito récemment ont dit qu'ils allaient se calmer un peu. Je pense que quand tu es dans une dynamique de surenchère, il y a toujours un moment où ça pète. C'est-à-dire qu'il faut être le meilleur, il faut rester le meilleur, toujours être le plus pertinent. Et en fait, on peut pas être dans une espèce d'obsession de la croissance constante. Il y a forcément un moment où on a un coup de mou, on se heurte à un plafond de verre, on a l'impression que ça marche plus aussi bien, ou juste on est fatigué, on en a marre, on s'est trop éloigné de ce qui nous faisait plaisir au début. Souvent les youtubeurs, ils avaient juste envie de partager des trucs, tu vois, ils avaient pas envie de se transformer en CEO, quoi. Bien sûr. Et ils se retrouvent, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle, tu sais, la Mr Beastification de YouTube. C'est Mr Beast qui a lancé ce truc de toujours plus, tu vois, toujours plus de moyens, toujours plus grand, toujours plus cher, toujours plus impressionnant, toujours plus vite. Et en fait, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont essayé de suivre ça, mais enfin, moi personnellement, j'ai vu tout de suite que c'était pas viable parce que moi, je suis une grosse feignasse, tu vois. Et donc, quand je vois jusqu'où le mec est allé, je me dis, mais même pas, je fais le pourcent de ce qu'il a fait, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est de partager des idées, des trucs qui me viennent en tête, pouvoir allumer ma caméra, aller me balader dans ma forêt et puis dire aux gens, voilà l'idée qui vient de me passer par la tête, peut-être ça peut vous être utile. La vidéo, elle va faire 3000 vues, tu vois, 4000 vues. Et je m'en fous, en fait. C'est des gens qui me suivent, qui vont adorer ça, ça va les aider. Et ça me suffit, quoi. Mais je trouve ça très inspirant parce que c'est exactement comme ça que j'ai vu les choses. Et ça me fait d'ailleurs une transition toute faite pour ma prochaine question. Tu as toujours ton podcast qui s'appelle Choisir la liberté. Moi, m'appelle Une vie de liberté, donc c'est un mot qu'on a en commun. Comment tu l'as défini, cette liberté, pour toi? C'est compliqué parce que moi, ça a toujours été un peu ma valeur centrale. Mais c'était aussi... En fait, j'ai beaucoup essayé de réfléchir là-dessus, sur le fait que pourquoi j'étais aussi obsédé par la liberté. Et en fait, je me suis rendu compte que... et j'ai l'impression d'être pas le seul. Souvent, les gens qui ont une obsession pour la liberté, c'est plus un désir de fuite, tu vois. C'est qu'ils sont dans un mode de vie qui les pousse à la fuite. Donc parfois c'est simplement beaucoup de gens ils sont dans le salariat, ils font un métier qu'ils détestent. Moi c'était j'étais à l'école, j'en pouvais plus et tout, mais c'était aussi lié, tu vois, à des trucs d'enfance, de le sentiment de d'être enfermé dans un truc, t'as besoin de faire tes preuves, t'as besoin d'être respecté, t'as besoin de, je sais pas, moi j'étais un peu le petit dernier de ma famille, j'avais l'impression d'être un peu insignifiant et je sais pas, ça me donnait envie juste de me casser, quoi. J'avais envie de me casser, en fait, et c'est ça, ça venait de là. Et en fait, quand je suis revenu dessus, quand j'ai réfléchi dessus des années plus tard, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que forcément que j'ai envie de garder dans ma vie, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me casser, tu vois. Je continue à voyager, j'adore ça et tout, mais j'ai plus envie de voyager pour fuir. J'ai envie de voyager pour découvrir, pour rencontrer, en fait. Et aujourd'hui, je trouve beaucoup plus d'épanouissement dans ma vie en créant des nouvelles amitiés, en créant des liens avec les gens, par exemple, que en me barrant à l'autre bout du monde tout seul et en parlant à personne. Alors que c'était ce que je voulais à tout prix quand j'avais 20 ans. Et donc, pour moi, la liberté, c'était un peu un truc aussi un problème à résoudre, tu vois. Et une fois que je l'ai résolu magnifiquement, tu vois, avec mon activité, c'était j'avais tout ce que j'avais toujours voulu avoir. J'avais une activité qui me mettait aucun rendez-vous dans mon calendrier, qui me permettait de faire absolument ce que je voulais, de vivre absolument où je voulais, de rendre de compte à personne, mais c'était extraordinaire.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours des problèmes, tu vois. J'avais toujours une solitude, j'avais toujours une envie de changement, de nouveauté, etc., qui était une sorte de soif, en fait, inassouvie. Et je me suis dit, en fait, il faut peut-être que j'apprenne à cohabiter avec ça et que je sois un peu moins obsédé par la liberté et un peu plus par, je sais pas, par le fait de créer une activité harmonieuse qui m'apporte la paix, tu vois, une forme de tranquillité, plus que la liberté, tu vois, la tranquillité. Le fait de ne pas avoir des grosses charges lourdes, des choses qui te pèsent. Le fait de créer des relations avec les gens, des vraies relations de confiance, et pour le coup des relations qui pourraient sembler être l'inverse de la liberté. Aujourd'hui, moi je suis marié, tu vois, je suis quand même assez jeune, et je me suis marié très très jeune, tu vois, et ça fait plusieurs années, et on pourrait penser que c'est une renonciation à la liberté, mais en fait moi je le vois pas comme ça, tu vois. Je me suis marié avec une personne avec qui je me sens en confiance totale, et c'est génial en fait de pouvoir s'abandonner en fait. Tu vois, que ce soit dans mon mariage ou même avec mon bras droit Félix par exemple, qui bosse avec moi depuis des années, il a les clés de la boîte, il a les codes de tous mes comptes bancaires, c'est lui qui discute avec le fisc. Enfin, si demain il veut retourner la boîte, il peut, il n'y a aucune raison qu'il le fasse, mais il peut le faire. Et le fait de laisser les clés comme ça de pans importants de sa vie à des gens, cette marque de confiance, je trouve qu'elle apporte une sérénité, tu vois. Le mot c'est pas liberté, le mot c'est sérénité. Une sérénité qui est très forte en fait. Et c'est plus ça aujourd'hui que je vais rechercher. C'est genre d'accorder une confiance totale à des gens. Je trouve que ça apporte un bonheur immense. Creuser des relations, se montrer davantage vulnérable auprès des gens, ça apporte beaucoup de bonheur aussi. Et dans mon activité, faire des choses où je sens que c'est vraiment ce dont les gens qui me suivent ont besoin, même si c'est pas ce qui va le plus performer en termes de chiffres, par exemple sur YouTube ou ailleurs, tu vois. Je sens que les gens ont besoin de ça, je vais le faire et je vais essayer de le faire bien. Et c'est tellement plaisant d'avoir le sentiment d'être bon dans ce qu'on fait. Donc tu vois, moi mon truc c'est de prendre des systèmes compliqués, d'essayer de les rendre les plus simples possibles, de faire des formations autour de ça. Et quand tu arrives à le faire et que tu le fais bien, tu te sens tellement à ta place en fait. Complètement. Et c'est ça aujourd'hui, tu vois, mon driver, c'est d'essayer de trouver ma place et de me sentir chez moi, tu vois. C'est hyper important ce que tu dis, parce que tu vois, moi j'ai le sentiment que la liberté, tu m'aurais demandé il y a 5 ans, je sortais d'une rat race incroyable, je t'aurais dit la liberté c'est pouvoir claquer les doigts et demain prendre un billet d'avion et puis partir après-demain. Et aujourd'hui, la vraie liberté que j'ai atteint, je pense qu'elle est dans la confiance en moi. C'est-à-dire que aujourd'hui je sais que quoi qu'il arrive, demain tu m'enlèves tout ce que j'ai construit, j'ai confiance en moi, je sais ce que je suis capable de faire, je connais aussi, tu vois, comme pour toi, les gens qui m'entourent, mes associés proches, je sais ce qu'on est capable de construire ensemble, et en fait, je sais que, en fait, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et je saurai faire face. Et j'ai trouvé cette liberté ici, en fait, de me dire, je suis serein, chaque choix que je fais, professionnel, de décision, je sais que comme c'est porté par moi et mes proches, mes associés, on s'en sortira toujours. Je trouve que c'est ça qui donne peut-être la plus belle liberté dans la tête, finalement. Ouais, totalement. Ouais. C'est un concept qui peut vraiment évoluer avec le temps. Je pense en fonction de l'âge aussi, des phases de la vie. Il faut le laisser évoluer, quoi. Même si c'est le même mot, il peut prendre des formes complètement différentes. Je suis d'accord avec toi. C'est un concept qui évolue. Tu vois, j'aurais jamais pensé ça il y a quelques années. J'avais vraiment ma vision de la liberté. J'avais fait un podcast là-dessus. Tu vois, ça serait drôle que je le réécoute pour voir ce que j'en disais. Mais aujourd'hui, c'est quand même une chose différente. Je dis souvent, moi, que liberté rime avec responsabilité et pas avec sécurité, tu vois. Si tu veux la sécurité vraiment de ton emploi, de ton salaire, au final, tu risques peut-être même de plus tout perdre, alors que si tu mises sur toi, comme tu dis, sur tes proches, sur les relations que tu construis, sur tout ce que tu es capable de construire au quotidien, c'est finalement ça, cette vraie, entre guillemets, sécurité, mais qui t'apporte cette liberté dans la tête. La compétence aussi, tu vois. Développer la maîtrise, la compétence, c'est une grosse sécurité intérieure. Il y a un vrai changement de paradigme entre, on va dire, le 20e siècle et le 21e siècle en termes de travail. C'est que la génération de mes parents, c'était les études. Il n'y avait pas d'autres moyens de succès que les études, ou alors des choses vraiment très rares qui sont liées à la célébrité, le sport, etc. Et moi, je viens d'une famille de médecins. Je peux te dire que les études, c'est ancré dans la famille, quoi. C'est vraiment, il faut avoir le titre qui va te protéger toute ta vie. Sauf que moi, ce que je vois, c'est que, tu vois, ma sœur, elle est devenue médecin, elle a suivi le truc et c'est plus ce que c'était, quoi. Aujourd'hui, tu gagnes moins qu'avant, c'est plus difficile, t'es moins respecté par la société, il y a beaucoup de contraintes et justement d'absence de liberté liées à des normes, des règles, etc. que t'as pas choisi. Je suis très content de pas avoir suivi cette voie-là.
Et ce qu'on voit de plus en plus, en fait, c'est toute une nouvelle génération de gens qui réussissent grâce à leur éducation plutôt qu'à leurs études. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi d'études, ou alors ils n'ont pas fait des études conventionnelles, ou alors ils font un métier qui n'a rien à voir avec les études qu'ils ont fait, mais ils ont développé leur éducation à côté. Et ils ont fait une sorte d'éducation à la carte. Au lieu d'avoir des études qui te forment et qui te permettent de rentrer dans un moule qui a été pré-designé, ton éducation, tu te la fais toi-même en fonction des besoins des autres. Et je trouve ça beaucoup plus sain, au passage. C'est que beaucoup de gens, par exemple, bidouillaient un peu dans la vidéo, ils sentaient pas vraiment l'âme d'un créateur, mais ils aimaient bien faire un peu de montage, et puis ils se retrouvaient à rencontrer des entrepreneurs qui aimaient faire des vidéos, mais qui savaient pas faire de montage, et ils ont sympathisé, et l'entrepreneur a trouvé qu'ils étaient bons, ils ont commencé à faire du montage pour eux, et puis ensuite ils ont développé leurs compétences, ils ont suivi des formations, et puis ils ont bossé pour d'autres entrepreneurs, et puis ils ont créé leur agence, et puis maintenant ils ont un petit empire dans le montage vidéo. En fait, Félix, mon associé dans une autre boîte et puis mon bras droit dans ma boîte principale, c'est exactement ça. Il était organiste dans une église suisse. Donc il jouait de l'orgue à Noël dans les messes. Rien à voir. Excellent. Et il suivait à côté ce que faisaient des entrepreneurs. Ouais. Un jour, j'ai demandé si quelqu'un pouvait faire mon support client. Il m'a envoyé un mail qui était parfait. J'ai recruté, on a commencé à bosser ensemble. Il m'a toujours extrêmement satisfait. Je lui ai donné de plus en plus de responsabilités dans la boîte. Aujourd'hui, il gère toute ma boîte. Il gère la boîte de 10 autres entrepreneurs. On a monté une boîte ensemble où on accompagne des entrepreneurs. Enfin, il a monté un empire, tu vois, Félix. Un empire. Il n'était pas du tout prédestiné à ça. Ouais. Et comment il a créé un empire? En se créant sa propre éducation à la carte, en autodidacte. Il connaît mieux les lois fiscales françaises que n'importe quel, je pense, avocat fiscaliste. Ouais. C'est un truc de fou. Parce qu'il a une passion pour ça, parce qu'il a lu tous les textes, il est au fait de toutes les nouveautés, tout ce qui sort. C'est ça, en fait, aujourd'hui, la nouvelle génération. Et je pense que quand tu développes ces compétences-là, là, t'as une sorte de liberté, parce que tu te dis, quoi qu'il arrive, je pourrais me débrouiller, parce que j'ai développé cette capacité, non pas à fitter par rapport à un moule qui peut disparaître demain, mais à fitter par rapport à des besoins spécifiques qui peuvent changer. Ouais. De gens qui sont autour de moi et qui ont les moyens de bien me payer, tu vois. Et voilà. Mais c'est exactement ça. Et quand j'étais ingénieur, tu vois, quand je suis sorti d'études d'ingénieur, puis moi j'ai fait le parcours long, donc j'ai mis 6 ans pour faire mes 5 ans d'études. J'ai plein de potes ingénieurs qui me disaient heureusement, ça y est, c'est fini les études. Maintenant, c'est plaisir. Maintenant, c'est je bosse et c'est fini de se former. Et même moi, je me rappelle que quand j'ai compris qu'il allait falloir que je me forme toute ma vie, au départ, je me suis dit, mais attends, à quoi ça servait de se taper 5 ans d'études ? Et aujourd'hui, la formation, pour moi, c'est une routine qui est quotidienne, en fait. Chaque jour, je me couche le soir en ayant appris quelque chose. Et surtout dans le monde aujourd'hui, comme il évolue, c'est obligatoire, quoi. Je vais enchaîner sur la question qui fait qu'on se voit aujourd'hui, parce que je t'ai réécrit justement en te disant tiens Antoine, ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans le podcast, on voulait le faire en live et puis le calendrier fonctionnait jamais, mais tu as sorti une vidéo YouTube que j'ai vu passer et je me suis dit il faut absolument que je recontacte Antoine. Cette vidéo elle s'appelait J'ai des problèmes d'argent, est-ce que tu veux nous en dire plus ? Ouais, il y a quelques semaines il y a un gars qui m'a contacté. C'est un gars avec qui c'était un pote il y a quelques années, on avait passé pas mal de temps ensemble, il avait une chaîne YouTube sur la naturopathie, il était vraiment bon. Ouais. Il avait la gouaille, tu vois, et ça, quand t'as ça, tu peux vraiment faire des vidéos qui sont cool et tout. Il avait le sens du concept. Et à l'époque, j'essayais de le motiver, tu vois, parce que il vivait chez ses parents et tout. J'essayais de le motiver à dire putain, mais là, tu pourrais être autonome, indépendant, etc. avec ton truc. Vas-y, fonce, fais des vidéos, lance des formations. Et il avait un peu un blocage, notamment autour de l'argent, vendre, etc. Comme beaucoup de gens, comme tu m'as dit que tu avais eu aussi. Ouais. Et du coup, il s'est un peu arrêté là. Et à côté, il a suivi un peu de trucs. Il est parti s'installer à la campagne, il a monté une petite ferme, etc. Et il m'a envoyé un message pour me dire un long vocal, tu vois, de 10 minutes. Déjà, je me suis dit, un mini podcast. Et en fait, j'ai compris, c'est ça. Exactement, un mini podcast. C'est comme ça qu'il l'a présenté, avec sa gouaille habituelle. Mais j'ai senti une forme de peine de sa part parce que en ce moment, il était un peu en galère financière, tu vois. Et là, sa vie était dure, tout simplement. Ouais. Et il me disait, j'aurais peut-être dû davantage me bosser, lancer sur Internet, etc. Et il me disait, j'ai recommencé à regarder tes contenus, mais ça me fait trop mal, en fait, de voir ton confort financier dans lequel tu es aujourd'hui. Où t'es arrivé, quoi. Le fait, voilà, t'as pas de problème, t'es riche, ça marche super bien pour toi, etc. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a surpris parce que c'est pas du tout la manière dont moi je le voyais de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que je sais que j'ai un business qui marche bien, etc. Et ça inspire plein de gens, et tant mieux. J'ai surtout pas envie que les gens, ça les décourage ou ça les peine. Et j'avais envie aussi d'être davantage transparent sur le fait que non, tout va pas bien. J'ai des difficultés. En fait,
les gros chiffres apportent aussi des grosses responsabilités souvent financières Ouais. et tu prends des engagements qui doivent être réglés et tu dois les régler en maintenant ton chiffre d'affaires. Et moi, si demain je fais moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça va être compliqué, tu vois. Il y a des choses que je vais pas pouvoir payer, il y a des dépenses que je vais devoir arrêter. Enfin, ça va être compliqué. Et donc, je voulais simplement faire une vidéo pour remettre les choses au clair, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffre d'affaires, mais on parle pas forcément de la réalité. Et en fait, tous les potes entrepreneurs que j'ai, même ceux qui génèrent des gros chiffres d'affaires, ont des problèmes d'argent à la con. Genre, putain, j'ai pas de quoi payer mes prochains impôts. Merde, va falloir que je vende ce truc-là. Ou alors, putain, là, ce mois-ci, je vais être dans le rouge, etc. Alors qu'ils font des gros chiffres. Parce qu'en fait, ils sont pris tout un tas d'engagements. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo à la fois pour rassurer les gens sur le fait que ne soyez pas jaloux. J'ai des galères aussi, même si évidemment, par rapport à des gens qui sont dans la précarité, ça n'a rien à voir. Voilà, mais c'était important quand même de dire ça. Et aussi vis-à-vis de moi-même, de me dire, ok, maintenant je l'assume publiquement, je le dis, et ça peut être le point de départ peut-être d'une prise de conscience personnelle qui va aller vers une meilleure gestion de mes finances et une meilleure gestion de mon business pour, à terme, peut-être pas résoudre le problème, mais en tout cas, le rendre moins proéminent dans ma vie. Parce que cette année, elle a été difficile sur ce plan-là. Ok. Parce que vraiment, alors, la première question qui me vient, parce que moi, je suis entrepreneur, donc je sais ce que c'est que de l'URSSAF, je sais ce que c'est que de la TVA, des charges, de l'impôt sur les sociétés. Donc, je sais que quand tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 50 000 euros de marge dans ta poche. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont avoir la question. Est-ce que tu as analysé où ça partait Oui, bien sûr. On a en fait l'outil qui m'a un peu fait ouvrir les yeux. C'est un outil qui s'appelle Agicap, que tu connais peut-être. Non, je connais pas. Que Félix a installé et qui permet de voir toutes les entrées, toutes les sorties, ça catégorise tout et tout. Donc vraiment, c'est très très clair. Et en fait, moi, je me dis, mais j'avais absolument pas réalisé que j'avais toutes ces dépenses. En fait, chaque petite dépense vient s'additionner aux autres. T'ajoutes les taxes parce que y a tout un tas de dépenses qui sont taxées, évidemment. Et en fait, tu te retrouves à te dire, ah mais merde, en fait, je suis vraiment... il faut que je fasse rentrer tant chaque mois, sinon je suis dans la merde, quoi. Et évidemment, ces dépenses, il y a une grosse partie, c'est l'équipe. Il y a une partie aussi, c'est mon salaire, parce qu'aujourd'hui, bon bah voilà, tu vois, je vis au centre de Paris, dans un 100 mètres carrés. Je viens d'acheter une grande maison à la campagne, etc. Tout ça, ça coûte cher. Il y a aussi évidemment les taxes, il y a aussi des frais de fonctionnement, enfin il y a tout un tas de choses en fait. Et puis parfois, tu sais, je pars en voyage et je me rends pas compte, genre en début d'année, j'ai fait le fou, je suis parti en Asie pendant 1 mois et demi, pas l'Asie Thaïlande, tu vois, l'Asie Japon, et avec des hôtels à 400 € la nuit, avec des restos à 200 balles, et en fait j'ai dépensé quelque chose comme, je sais pas, 15-20 000 € par mois, quoi, pendant 2 mois. Pour un voyage à 2. Et je me suis dit, si j'avais eu cet outil à ce moment-là, j'aurais pas fait ça, tu vois, parce que le mois suivant, il y a Félix qui m'a appelé en me disant, Antoine, faut que tu rentres, faut que tu bosses là, on est dans le rouge, quoi. Et je m'en suis pas rendu compte en fait. Et moi, je suis nul en finance de base, j'y connais rien. La première fois que j'ai eu 50 000 € sur mon compte, j'ai acheté un van. Je m'en souviens. Un van pour faire ma van life, tu vois. Un van, j'ai utilisé pendant 3 mois, puis j'ai revendu parce que au final, je préférais dormir à l'hôtel, tu vois. C'était de là où je partais. C'était que, ok, il y a 50 000 € de ventes qui ont été faites, j'ai 50 000 €, tu vois. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Et ça, tu l'apprends avec le temps, avec les erreurs. Et voilà. Mais tu vois, c'est rigolo parce que moi, c'est tout mon credo, tu vois, ces finances perso, cette gestion-là. Je l'ai appris d'une manière, la voie difficile parce que j'avais une entreprise de travaux publics où on faisait des gros chiffres d'affaires. On en avait parlé dans la vidéo qu'on avait fait ensemble. Ma plus belle année, on a fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour finalement faire 100 000 € de résultats. Je me suis payé entre-temps, mais ça fait brasser beaucoup pour pas grand-chose. Et j'ai toujours appris cette petite gestion épicerie un petit peu. Ce qui fait que dans ma deuxième vie d'entrepreneur, j'ai toujours essayé d'y faire attention. Mais malgré tout, il y a 5 ans, j'avais, tu vois, 4-5 000 € de cash flow par mois. Et parfois, j'ai le sentiment que je me trouvais peut-être même plus libre qu'avant parce que, entre-temps, je me suis acheté une Tesla, je me suis acheté une Porsche. Et on upgrade sans le voir, en fait, son lifestyle. Et est-ce que toi, tu as vu cette progression-là ? Comment ça s'est passé ? Le grand problème, c'est que en tant qu'entrepreneur, on a des revenus qui peuvent être en dents de scie. On peut faire des bonnes années, on peut faire des moins bonnes années. Alors, souvent, au début, ça se passe plutôt bien. On arrive à faire une meilleure année chaque année, tu vois. Moi, mes 5 premières années, c'était ça, tu vois. Chaque année, je faisais le double ou le triple. J'étais trop content, tu vois. Sauf que souvent, c'est pas infini. Il y a un moment où tu commences à atteindre des plafonds, tu redescends, puis tu remontes, etc. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais une super année ou un super mois, tu te dis, ah bah trop cool, je peux prendre ces engagements, je suis riche, tu vois. Donc tu prends des engagements de riche,
Ouais. Mais l'année suivante, tu vas peut-être faire une moins bonne année ou le mois suivant un moins bon mois. Et tu vas te retrouver en fait à devoir payer tes engagements de riche alors que tu es plus riche comme avant. Tu vois. Oui. C'est ça en fait le piège. Et donc, faut réussir en fait quand tu es dans une période faste à ne pas vivre une vie faste. Ouais. Et à te dire, j'attends au moins un délai pour voir si cette période se concrétise et se solidifie, plutôt que de me dire, ah bah putain, j'ai fait une putain d'année, donc ça y est, je peux tout claquer, quoi. Ouais. C'est ça le piège, je pense. Mais c'est sûr, et c'est un peu ce qu'on appelle la rat race, quoi. Tu finis par retomber là-dedans. Moi, je sais que, bon, on a 10 ans d'écart, donc j'ai fait toutes mes conneries qu'on peut faire là-dedans, d'aller me coller des gros passifs. Tu vois, moi, la première fois que j'ai bien gagné ma vie, je me suis acheté une BMW et j'avais 1 000 euros de crédit par mois pour une voiture, tu vois. Puis en fait, tu réalises au bout de 3-4 mois que c'est tous les mois, en fait, les 1 000 euros. C'est pas une fois. Puis que ça va durer 4 ans, quoi. Et effectivement, j'ai eu cette image-là. Et aujourd'hui, je sais que j'y fais attention. C'est difficile de résister à ça, parfois. Parce que tu vois les chiffres sûr, que tu rentres, c'est dur. Juste pour nuancer, je considérerais pas ça comme la rat race parce que j'aime profondément ce que je fais. Bien sûr. Et donc pour moi, à aucun moment, il faut que je travaille, il faut que je fasse ce truc extrêmement pénible de travailler pour pouvoir financer mon bonheur. Mon travail est un élément fondamental de mon bonheur. Et ça veut dire que même si aujourd'hui je dépensais rien, déjà je continuerai à faire ce boulot, mais surtout, ce qui impacterait le plus mon moral, ce serait pas mes problèmes de comment est-ce que je vais payer mon lifestyle, ce serait plus des problèmes de comment réussir à rester aussi bon, ou alors j'arrive pas à être aussi bon dans mon travail. C'est une valeur qui est plus importante en fait. Bien sûr. Ma pertinence dans mon travail que les problèmes financiers qui peuvent survenir derrière. Même si ça vient s'ajouter évidemment. Mais voilà, ce que tu possèdes te définit pas de toute façon. Ouais. C'est bien sûr que c'est ce qui compte, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, alors, tu as acheté ce manoir. Moi, pour avoir eu des derniers stigmates de ma vie d'avant, c'est que j'ai une résidence secondaire, que j'ai toujours, que j'ai réussi aussi à rentabiliser pour qu'elle soit moins une charge. Mais je sais ce que c'est d'avoir une maison secondaire et quelque chose qui coûte un peu. Comment ça t'est venu, cette idée ? Alors, déjà, je pense qu'il faut payer ses conneries. Donc, c'est comme ça qu'on les retient. Je suis d'accord. Tu vois, je te parlais du van à 50 000 euros. Je pense que si je l'avais pas acheté, ce van, j'aurais encore dans un petit coin de ma tête cette voix qui me dirait « Ah, mais quand même, van life, ça peut être cool, machin. » Et j'aurais fini par l'acheter, en fait. Ouais. Et donc là, j'ai fait la connerie une fois. Maintenant, je le sais. J'ai appris, j'ai perdu 10 000 balles à la revente. Bon, je la referai pas, tu vois. Je sais que j'ai pas la van life, c'est pas bien pour sûr. moi. Et donc, évidemment, il y a des conneries qui coûtent plus cher que d'autres. Je pense que le manoir, c'est possible que ce soit une connerie. Pour l'instant, j'en profite à fond. J'adore pouvoir alterner entre Paris et la campagne. Dès que j'en ai marre de Paris, je vais à la campagne, c'est à 2 heures. Dès que j'en ai marre de la campagne, je reviens à Paris. Ça m'apporte en termes de qualité de vie, c'est énorme. Je sais que c'est pas forcément la meilleure décision financière. Je sais aussi que c'est pas forcément la pierre, parce que contrairement au van, ça reste un actif, ça reste de la pierre, ça perd pas de la valeur à la revente. Je pense même qu'on peut en faire prendre pas mal parce que c'est extrêmement bien placé et parce que c'est un potentiel de fou qui, à mon avis, a pas été complètement respecté. Et donc, voilà. Mais en attendant, c'est sûr que ça va être un poids financier pendant 25 ans, tu vois. Parce qu'il y a le prêt à rembourser et parce qu'il y a il y a tous les frais, rénovation, achat des meubles, entretien. Une grande maison, ça coûte cher à entretenir. Et ça va être inconfortable, tout en sachant que ça reste une réserve de valeur qu'on peut revendre à n'importe quel moment, tu vois. Mais cet inconfort peut aussi être une source de stimulation dans mon business. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce que quand j'ai quitté mon taf il y a 5 ans, je me suis dit, on va voir si j'ai les moyens de garder ma grande et belle maison. Et on y passe de tellement merveilleux moments quand je descends en famille. Et pour moi, c'est vraiment une maison de famille, tu vois. C'est au-delà de tout ça. Puis en plus, moi, il y a des sentiments parce que je l'ai construit sur un terrain que m'avait donné mon grand-père. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est aussi ça a été, non, c'est plus simple, mais un challenge et une motivation de garder cette maison. Puis on en parlait tout à l'heure en off, j'ai réussi à faire 2 appartements qui me payent une grosse partie des charges de la maison. Tu peux faire ça avec l'immobilier, si ça allège la connerie, on va dire, quoi, des fois. Mais c'est vraiment intéressant. Et est-ce que ça te met une pression parfois, justement, de continuer de faire tes chiffres ? Est-ce que tu as quand même ça dans un coin de ta tête ? C'est mon plus gros problème aujourd'hui. C'est que tous les mois, il faut faire rentrer de l'argent. Si un mois, je le fais pas, ça va mettre en difficulté pour le mois suivant et ça va impliquer mes proches qui comptent sur moi, Félix, etc., mon équipe.
Et aujourd'hui, j'essaye d'en sortir par le dessus plutôt que par le dessous. C'est-à-dire que j'ai essayé de réduire mes dépenses au maximum, mes dépenses futiles au maximum. Ouais. Maintenant, il y a toujours la maison et tout, ça, je vais pas la virer. Bien sûr. Mais j'ai fait ce travail déjà de réduction des dépenses. Et maintenant, je suis dans un travail d'automatisation d'une partie des résultats. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours construit mon activité sur des choses qui demandent ma présence. Ça veut dire que tous mes chiffres viennent de lancements, de promos ou d'offres. Donc je lance des formations, je fais une promo sur tout le catalogue et c'est là-dessus en fait que je fais rentrer de l'argent. Et donc tout ça nécessite d'être là, d'envoyer des emails, d'organiser la promo, tout ça, c'est moi qui m'en occupe à 100%. Et ça, c'est chiant parce que tu as des mois où tu n'es juste pas motivé pour faire ça. Et puis tu as des mois où tu foires tes promos ou alors tu foires ton lancement et donc tu fais un mauvais mois. Et donc ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est un système avec des mini tunnels de vente. Donc comme des tunnels de vente mais en beaucoup plus simple. Tout est sur Podia, c'est l'outil que j'utilise, etc. J'ai trouvé une nouvelle technique pour le faire et ça commence à marcher. Et donc l'objectif, c'est d'automatiser, on va dire, quelques dizaines de milliers d'euros par mois, en étant sûr que même si ce mois-ci, imaginons que je parte en vacances ou je suis à l'hôpital pendant tout le mois et je peux pas bosser, je vais quand même faire un chiffre d'affaires suffisant, au moins pour couvrir toutes les dépenses. Donc c'est ça que j'essaie de construire aujourd'hui et ça, si tu veux, c'est la solution, ma solution préférée que je vois à ce problème. L'autre solution consistant à changer complètement mon lifestyle et j'aime trop mon lifestyle pour le faire, du coup c'est ma solution préférée. Je suis pas encore sûr que ça va marcher, c'est encore en construction, mais si ça marche ça va être cool parce que non seulement ça va m'aider, mais en plus je vais pouvoir en faire profiter mes élèves parce que je vais en faire une formation et eux-mêmes vont pouvoir le mettre en place dans leur activité. Mais c'est passionnant tout ça. Moi aussi ça a été des grosses questions parce que j'ai pas mal de mes abonnés ou des gens que je connais qui me disent mais pourquoi tu n'as pas un plus gros lifestyle que ça? T'as même des gens qui te mettent en doute en fait. Ils disent mais est-ce que ça gagne tes activités parce que en fait finalement t'as pas changé tant que ça. Et pour moi un des secrets aussi de mon bonheur ça a été de vivre on va dire largement en dessous de mes moyens. Et sur le long terme je me suis rendu compte que ça te permettait d'avancer. Et tu vois pour ma partie vraiment immobilier de mon business, la partie physique, 2023 ça a été une très mauvaise année pour le marchand de biens. Donc je me dis heureusement que j'ai diversifié mon business, que j'ai pas que ça. C'était une bonne année pour qui exactement 2023 c'est pas. J'ai l'impression que tout le monde a galéré quoi. Mais encore, tu vois, business en ligne, ça a été sur cette partie-là, ça n'a pas été trop mal. Même sur ma société foncière où j'ai des biens immobiliers plus long terme, j'ai trouvé des bonnes affaires. Mais alors le marchand de biens, heureusement qu'on n'a pas fait que ça. Et surtout, heureusement qu'on a fait, je me dis, un peu les fourmis, tu vois, les 3 dernières années. Parce qu'on a pu du coup se payer toute l'année sur ce qu'on avait gagné l'année d'avant. Donc on s'est pas trop mal débrouillé. Mais c'est un équilibre perpétuel, je trouve, entre le YOLO, tu vois, et le côté aussi fourmi. Après, quand tu es formateur, il faut créer du désir, tu vois. Et le moyen le plus facile de créer du désir, c'est de montrer, c'est d'incarner quelque chose que les gens veulent. C'est que les gens aient envie de te ressembler, en fait. Si les gens ont envie de te ressembler et envie d'avoir une vie qui ressemble à la tienne, c'est vraiment pas compliqué. Tu lances des formations en disant voilà comment j'ai fait, et les gens les achètent. Donc forcément, si tu veux jouer le jeu de la fourmi et vivre une vie entre guillemets normale alors que tu fais des gros chiffres, ça risque d'impacter négativement ton business. Ça, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui n'ont pas des goûts de luxe du tout. Mais du coup qui ont une vie qui est pas désirable en fait pour les gens qui me suivent. Je suis un peu d'accord. Et du coup ils doivent jouer sur d'autres tableaux, donc parfois ils y arrivent parce qu'ils sont bons, mais pas toujours. Moi je joue un peu sur ce tableau quand même. Alors rien n'est acheté pour être montré, tout est acheté pour moi parce que j'aime ça. Le gros loyer pour être dans le centre de Paris et tout au bord de la Seine, c'est un kiff immense pour moi. Et d'ailleurs je sais que pour beaucoup de gens ça les intéresse même pas, beaucoup de gens détestent Paris, etc. Donc je fais avant tout pour moi. Mais le fait de pouvoir le montrer, et notamment c'est pour ça que je fais beaucoup aussi de vidéos un peu personal branding, un peu vlog, je raconte un peu ma life, mes voyages, ça marche. Bien sûr. Les gens, ça les inspire, ils ont envie de ça, et donc parfois tu peux te rassurer un petit peu en disant c'est un peu un investissement aussi, tu vois. Même si, c'est un peu de la triche de dire ça, mais c'est un peu un investissement. Et quand tu voyages, tu fais des beaux voyages, tu fais des vlogs et tout en voyage, moi je vois toujours un petit pic de vente. Il y a les gens qui suivent tes aventures, ça crée du désir, ils ont envie d'acheter pour te ressembler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à montrer,
Parce que tu vois, moi, j'allais plus faire un time-lapse de moi en train de travailler au bureau, alors que les gens n'ont rien à faire, et à me dire quand je vais profiter, quand je vais faire un tour avec la Porsche ou quand je pars en voyage, à pas trop le filmer parce que je me disais qu'est-ce que les gens vont dire. Et en fait, finalement, alors je me filme aussi quand je bosse parce que sinon il y a des gens qui croient que ça tombe du ciel. Ouais. Mais c'est bien d'essayer d'être. Moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire sur ma chaîne, d'être quand même transparent, et toi aussi, hein, de tout montrer. Parce que, ça, comme tu dis, ça inspire aussi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça passe pas forcément par du luxe. Tu peux montrer aussi, toi tu parles beaucoup de liberté, moi aussi. Moi j'adore par exemple faire des vlogs ou poster un petit post, tu vois, une photo de moi qui va à la salle de sport à 15h, en disant, bah voilà, c'est trop cool. Moi c'est ce pari-là que j'aime, tu vois. Ouais. C'est le pari quand tout le monde est en train de bosser et que moi je me balade sur les quais de Seine pour aller à la salle de sport. Tranquillement, je vais arriver, il y aura personne. C'est ça, tu vois. Et ça nécessite pas d'être riche. Ça nécessite simplement d'avoir la liberté de son temps, et la liberté de son temps, on peut l'avoir en construisant un business en ligne. Mais c'est sûr, je dis souvent que, tu vois, pour beaucoup de gens, et pour moi le premier, atteindre la liberté, c'était le Graal. Et en fait, pour moi, c'est là que tout commence, en fait, quand tu atteins la liberté. Et tu vois, comme toi, alors moi, c'est à la campagne, mais j'attaque le sport à 9h le matin. Bon, les gens embauchent à 8h. Il n'y a déjà plus personne quand je vais au sport sur la route, tu vois. Et parfois, souvent, je fais des stories facecam dans la voiture. J'en profite pour raconter un peu les dessous de ce qui se passe, de mon business. Et c'est des moments que les gens préfèrent parce que c'est inspirant. Et même moi, pour moi, c'était inspirant. Quand le lundi matin, j'allais dans mon boulot, j'avais pas envie de voir qu'il y a un mec qui est comme moi, qui est pas un surhomme, qui l'a fait et qui va au sport le matin à 9h au moment où tout le monde part au boulot. C'est ça. Pour moi, c'est la définition de l'inspiration. C'est quelqu'un qui nous ressemble dans toute notre imperfection, qui arrive à faire des choses qu'on considère comme extraordinaires, tu vois, ou qui nous semblent inaccessibles. C'est ça, tu vois. C'est une personne ordinaire qui accomplit l'extraordinaire. Et en fait, pour beaucoup de gens, l'indépendance, ça reste une forme d'extraordinaire, parce que ça sort justement de ce qu'ils connaissent, de tous les schémas qu'ils connaissent. Et le fait de montrer, regardez, je suis comme vous, on parle, on est des gens pareils, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes doutes, on a les mêmes trucs, mais simplement, il y a des méthodes qui m'ont permis d'en arriver là, et de résoudre tous ces problèmes-là. C'est inspirant, quoi, on a envie de savoir. Et c'est pour ça que souvent, c'est nos potes qui nous inspirent le plus, parce que nos potes, on s'identifie complètement à eux, en fait, ils sont comme nous, et parfois, ils découvrent des trucs, et ça marche pour eux, on dit, putain, mais c'est génial, et tout, et ils te recommandent le machin, et puis tu l'achètes aussi, et puis, tu vois. Et j'adore voir ça, en fait. J'adore voir que j'ai réussi à convaincre quelqu'un, je sais pas, d'acheter une caméra, par exemple, tu vois. Et je me dis, putain, c'est ça j'aime, tu vois. Avoir cette influence-là, ça veut dire que j'ai réussi à créer un rapport avec la personne et qu'elle peut s'identifier à moi. Et en plus, les gens avancent par mimétisme. Il faut que tu rencontres vraiment les gens physiquement. C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment la communauté, et c'est pour ça aussi qu'on fait tant d'événements, à les rencontrer pour de vrai, à ce qu'ils nous voient, qu'ils voient qu'on est des êtres humains comme tout le monde, qu'on se lève le matin, des fois on n'est pas motivé, des fois on est motivé. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai plein de gens que j'ai aidés dans l'Invest qui lancent leur podcast. J'ai encore un copain ce matin, Romain, qui m'a envoyé son logo de podcast, qui me dit, ça y est, je me lance, j'ai déjà fait 2 interviews, j'attends d'avoir la 3e, j'ai tout créé, je commence à lancer. Je trouve que c'est hyper inspirant, et qui me dit merci, c'est grâce à toi, parce que il me dit de t'avoir rencontré, de t'avoir vu. En fait, ça la démystifie, il me dit ça m'inspire, mais je me dis c'est pas si difficile, et c'est génial, quoi. C'est le plus beau qu'on peut faire finalement, d'inspirer, d'aider les gens à vivre la vie qu'ils veulent. J'ai encore juste quelques petites questions pour toi, Antoine. C'est des questions que je pose à tout le monde, mais c'est mon rituel dans mon podcast. Il y en a qui sont extrêmement bateaux, on a dû te les poser 15 fois, mais c'est des questions que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition d'une bonne vie, d'une vie réussie ? Une bonne vie... C'est marrant parce que je devrais pouvoir répondre très vite. Et en fait, j'ai eu tellement de contradictions ces dernières années sur ce qu'est une bonne vie, que j'ai pas de réponse toute faite, tu vois. J'aurais pu te dire il y a quelques années, une bonne vie, c'est vivre selon ses propres choix, c'est se créer ses propres règles, etc. Et en fait, tu vois des gens qui ont fait tout ça et qui n'ont pas forcément une bonne vie, tu vois. Parce qu'en fait, ils courent après des chimères, enfin, ils n'arrivent pas à se poser. Donc, je pense pas qu'il y ait une seule définition, tu vois. Mais je pense que c'est davantage une vie où tu as la capacité de te satisfaire de ce que tu as, tu vois.
Ouais. C'est-à-dire que peu importe les cartes que tu as en main, tu arrives à y trouver une satisfaction et à voir la beauté qu'il y a dans ta vie, tu vois. Ouais, Et c'est plus une question de perception interne que de circonstances externes. bien sûr. Et donc ça veut pas dire qu'il faut rien faire et qu'il faut accepter le défaut, hein. Évidemment qu'on est drivé par des envies, par des pulsions, et que notre nature d'être humain, c'est aussi de le suivre, ces pulsions. Mais il faut savoir aussi à un moment se poser et se dire, putain, c'est regarder autour de soi, prendre le temps, vivre l'instant présent, tu vois, et se dire, waouh, tu vois, c'est bien, quoi. C'est bien, j'ai des belles relations avec les gens, j'ai... En fait, voir... Tu sais, c'est le truc du verre d'eau, c'est est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Bien sûr. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, et en fait, tu te dis, peu importe ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont décrocher dans la vie, ces gens-là, ils verront toujours le verre à moitié vide. Et donc, avoir cette capacité de voir ce qu'il y a de beau dans la vie qu'on a déjà, tu vois. En fait, c'est le sentiment de gratitude que tu décris d'une certaine façon. Exactement. J'avais fait un podcast là-dessus que j'avais appelé le sentiment le plus puissant, parce que quand tu exerces ta gratitude, tu peux pas ressentir de la gratitude et en même temps être triste, ressentir de la colère. C'est forcément un sentiment qui est positif. Ouais. Et au final, je crois que c'est peut-être un secret de tout ça, tu vois, c'est de trouver son bonheur dans les choses simples. Ce matin, entre la gare et chez toi, tu vois, juste me balader sur les quais de Seine. C'est beau en plus, là. Me dire que je suis en pleine semaine, que j'ai la chance d'être à Paris, que tu vois, je me balade dans la rue, je suis en bonne santé, j'ai une veste qui me tient chaud, tu vois. Puis alors, j'ai croisé quelques tantes ici. À la campagne, on n'a pas on voit moins de précarité comme ça. Juste se dire ça, en fait. Se dire, attends, je me plains parce que j'ai un accro sur mes Stan Smith, parce que j'ai raté une marche du train. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Ça paraît tout bête de le dire, mais et d'avoir juste de la gratitude pour les choses simples. Et en fait, par magie, ça t'aide à avoir encore beaucoup plus, finalement. Après, si on veut rentrer dans les trucs plus techniques, moi, je pense quand même que il y a des trucs de base, tu vois. Bien dormir. Non, mais c'est sûr. Bien manger, faire du sport et cultiver ses relations. Ouais. C'est indispensable. Et j'ajouterais dans une dynamique de progrès, de manière générale, tu vois, que ce soit dans ton travail. Mais il y a une différence entre être dans une dynamique de progrès dans son travail et être dans une course à l'armement du toujours plus, tu vois. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé... En fait, le problème, c'est quand tu n'as qu'un seul indicateur. Par exemple, les youtubeurs où le seul indicateur, c'est le nombre de vues, ou alors les entrepreneurs où le seul indicateur, c'est l'argent, tu vois. C'est le chiffre d'affaires. Quand tu n'as qu'un seul indicateur, c'est là que tu finis au burn-out et que ça t'épuise et que tu pètes un câble. Donc, il faut être capable de se dire, j'ai envie d'être toujours en progrès. Je pense que c'est indispensable. C'est très, très dur d'être en régression et de se sentir bien. Ouais. Mais un progrès dans lequel on peut définir différentes variables. C'est-à-dire qu'on peut dire, OK, cette année, j'ai envie d'être dans un progrès de chiffre d'affaires. Cette année, j'ai envie d'être dans un progrès de relations sociales, rencontrer des gens et tout. Cette année, j'ai envie de me faire kiffer davantage ou de me libérer du temps. Et en fait, de toujours trouver un relais de croissance dans un domaine qui nous intéresse en ce moment, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une des clés, tu vois. Moi, je suis quand même une personne qui a besoin d'être dans cette dynamique de progrès, mais je me suis rendu compte que cette dynamique de progrès, il faut surtout pas qu'elle repose sur un seul paramètre, sinon tu négliges tout le reste et tu crées un déséquilibre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour en rajouter un peu sur le sujet, j'en parlais avec mon pote Rudy, lui il dit vivre une bonne vie, c'est commencer par vivre des bonnes journées. Tu vois, c'est quelque chose auquel j'essaye de faire attention. Tu parlais bien manger, bien dormir, faire du sport. Moi, une journée où j'ai bien dormi, où j'ai mangé correctement, où j'ai fait du sport, où je me suis baladé dans la nature avec mon chien, tu passes une bonne journée, puis une autre bonne journée, et finalement, c'est ça qui fait une bonne vie au final. Totalement, je te rejoins. J'ai une question que j'adore poser à tout le monde, c'est une question sur la liberté, parce que des fois, c'est pas la réponse qu'on attend, c'est le moment de ta vie, si tu peux nous le partager. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre ? Ouais. Quand je suis parti pour ce premier grand voyage pendant mon année de césure, avec pour objectif de gagner ma vie sur Internet, je suis parti tout seul au Sri Lanka, dans un pays, je savais même pas ce que c'était. J'ai pris un pays au hasard, hein, vraiment. Je voulais juste pas partir en Thaïlande pour pas être le cliché du digital nomade. Ouais. Du coup, je suis allé un peu plus tard, mais Sri Lanka, Malaisie, Philippines et ensuite Thaïlande. Et je me souviens, en fait, tu vois, être en Malaisie, par exemple, dans un bus entre deux destinations que personne connaît, personne savait que j'étais là, enfin, je devais rendre de compte à personne, avec ma musique dans les oreilles, en train de me dire, je suis en train de le faire, quoi. Ouais. Tu sais, j'avais fait mes premières ventes, je commençais à faire rentrer des sous, ça me payait mes nuits d'hôtel et tout, en train de me dire, je suis en train de make it, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu peux vivre ça qu'une seule fois dans ta vie, tu vois. Je suis d'accord. Il y a un avant et un après. Et ce moment-là, tu vois, où je suis totalement isolé de tout,
complètement en lâcher prise totale par rapport à l'aventure que je suis en train de vivre. Tout peut arriver. Personne sait où je suis. Et je suis en train d'y arriver, de le faire et de raconter mon histoire. Waouh, quoi. C'est un sentiment d'une puissance. Et tu vois le paysage qui défile avec la musique dans les oreilles et tout. Et tu dis, je serai plus jamais salarié, quoi. J'aurai plus jamais à me lever à 7h pour aller dans un bureau, pour bosser pour un mec que j'aime pas, dans une ambiance pourrie. C'est terminé, quoi. La moquette grise, c'est fini. Je suis libre, quoi. Ça, c'est un truc d'une intensité. Jamais je revivrai ça. Hein. C'est une intensité folle, quoi. C'est fantastique et je trouve que c'est beau. Merci de nous le partager. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des boussoles pour la suite. Tu sais, c'est quand tu t'égares un peu, il suffit que tu repenses à ces moments-là et te dire mais attends, c'est quoi que je voulais en fait? Mais oui, mais c'est ça. Et ça te remet dans une bonne dynamique. Et je trouve ça passionnant. Moi aussi, j'ai un moment que j'ai beaucoup partagé, mais qui me fait la même chose. Et on a des déclics parfois, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois que je suis en train de m'égarer ou en train de prendre des engagements où j'ai un petit doute, je repense à ces déclics-là et je me dis, attends, à ce moment-là, quand tu as eu ça, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? Peut-être pas. Et tu vois, totalement. Je rectifie le tir. Une question qu'on a dû te poser 1000 fois, mais moi, j'aime bien la lecture. Est-ce que tu as ou un livre particulier qui a changé ta vie, qui t'a plu, une lecture du moment, un bouquin que tu as envie de partager? En ce moment, je suis en train de relire vraiment le classique du dev perso, qui est Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. Ce bouquin est... En fait, je suis en train de le relire, ça faisait des années que j'avais pas relu. Je crois que j'avais déjà relu une fois, là, c'est ma 3e lecture. Et en fait, à chaque fois que je relis, je me dis, mais évidemment que ce bouquin a été un best-seller international. Faut expliquer qu'il date des années 20, hein, genre pas 2020, genre 1920, tu vois. Genre, c'est extrêmement vieux, il a été évidemment mis à jour et tout pour que ce soit compréhensible. Et en fait, les principes dedans sont tellement simples. Genre, il y a tout un chapitre entier sur juste le fait d'être souriant. Et donc c'est facile à retenir, hein. Franchement, tu lis le bouquin, t'as tout en tête pendant 3 mois, et pendant 3 mois tu te fais plein de potes et tout le monde t'adore, tu vois. C'est ouf. Parce que les principes sont extrêmement simples. C'est ça que j'aime bien avec les livres pionniers. C'est que aujourd'hui, tu crées un livre de développement personnel, tu vas pas faire un chapitre sur soyez souriant, tu vois. Ça paraît tellement évident et bateau. Mais à l'époque, personne faisait de bouquin là-dessus, donc il fallait bien le dire en fait. Bah oui. Et ça fait tellement la différence. C'est vrai que quand tu croises des gens qui sourient pas, c'est très difficile de connecter avec eux, tu vois. Et moi, je me suis souvenu que quand j'étais ado, je souriais jamais. Et j'avais beaucoup de mal à créer des relations avec les gens et avoir du feedback positif, quoi. Et en fait, après avoir lu ce bouquin, je me suis mis à sourire. Et depuis, ça fait 10 ans que je suis très souriant quand je rencontre les gens, etc., tu vois. Et c'est tellement plus facile de faire des potes, mais tellement plus facile, tu vois. T'imagines pas. Avant, j'avais 3 potes, tu vois. Maintenant, j'en ai 50. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Et je me suis dit, mais... Voilà, c'est juste ça. Et de temps en temps, juste relire ce bouquin, reprendre les principes. Il y a des principes que j'avais un peu oubliés, tu vois. Les reprendre. Genre, le premier principe, c'est ne critiquez pas. Ça sert à rien. Personne ne prend jamais une critique positivement. Tu blesses l'amour-propre des gens et ça sert à rien, tu vois. Tu vas juste t'éloigner d'eux, ça va pas les faire changer. C'est évident, il a raison, tu vois. Et pourtant, on passe notre temps à critiquer. Deuxième truc, faites des compliments sincères. Mais c'est une évidence, tu vois. Mais est-ce qu'on en fait vraiment des compliments sincères? Est-ce qu'on prend le temps de dire aux gens pourquoi on les aime? Et ben voilà, juste le fait de le relire et de réappliquer les principes de base, c'est génial parce que tu vois immédiatement le résultat. Tu l'appliques avec quelqu'un et hop, tout de suite ça crée une magie, un truc. J'adore. C'est pour ça que j'adore les bons bouquins de développement personnel, c'est parce que c'est tellement efficace, tu vois, en termes de changement dans ta vie quand tu vas les appliquer, que t'as l'impression d'avoir des super pouvoirs. Tu lis des mots et tu ressors avec des super pouvoirs. C'est magique. Et tu sais, alors je suis content que tu parles de ce bouquin parce que c'est un des bouquins que j'adore aussi, que j'ai lu aussi plusieurs fois. Et moi, un des conseils qui m'avait le plus marqué, c'était faites l'effort de retenir les prénoms des gens. J'ai lu hier. Tu l'as lu ce passage, Et tu sais que sur certains de mes abonnés sur Insta, ceux qui me parlent le plus, où il y a leurs photos, je fais vraiment cet effort-là où quand je rencontre les gens dans la vie, je me l'imprime, tu sais, je me dis Martin, très okay, c'est Martin. Ça. Et il y a des fois, tu vois, j'étais à Rennes et quelqu'un que j'ai croisé 3 fois, je dis salut Martin, comment tu vas? Tu te rappelles de moi? Ou je voyais une fille, Sabrina, elle se reconnaîtra, mais t'es loin, je dis Sabrina, viens me saluer, je vois que t'es... Elle me dit mais tu te rappelles de mon nom? Et ça marque les gens. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque part le premier des respects de te rappeler, parce qu'on en connaît tous. Tu sais que moi j'ai eu un mal fou avec ça pendant des années, toujours aujourd'hui. J'ai un mal mais fou. Mais c'est difficile, c'est un vrai effort. Et ce que je fais maintenant avant d'aller à un truc d'entrepreneur et tout,
quand il y a une discussion, souvent il y a une discussion WhatsApp et tout avec tout le monde, j'ouvre la liste des participants, je vois la photo avec le prénom et je passe 10 minutes à essayer de retenir chaque prénom, à essayer de l'associer, trouver des mémos techniques, trouver des trucs. Alors souvent j'en oublie quand même la moitié. Bien, mais ça fait son petit effet, tu vois. Tu vas voir quelqu'un, tu l'appelles par son prénom, la personne elle se souvient même pas que t'existes, tu vois. Et tout de suite tu vois qu'il se passe quelque chose en fait. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais notre prénom, ça déclenche un truc magique. C'est notre mot préféré. Et on adore l'entendre dans la bouche des autres, quoi. c'est con, hein, tu vois, mais c'est sûr. C'est vraiment psychologie de base, quoi. Et tu sais que c'est quelque chose que je fais volontairement avec mon banquier, par exemple, ou ma banquière. Je la vois, bien sûr, ou je le vois, mais je l'appelle par son prénom. Et je trouve que c'est super important et je l'ai appris dans ce bouquin. Je le fais grâce à Comment se faire des amis. Donc, très, très bon livre. Tu vois, s'il y a un bouquin à relire chaque année, c'est celui-là, quoi. Relisez-le chaque année. Et... Voilà. C'est hyper court en plus, il se lit en 2 jours. Bien sûr. C'est très, très simple à lire. C'est des choses toutes bêtes, mais qui changent ton quotidien. Et que le vend bien, en plus, c'est un bon vrai auteur de dev perso qui passe 15 minutes à t'expliquer que Theodore Roosevelt aurait raté sa vie s'il retenait pas le prénom des gens, tu vois. Et du coup, toi, t'es à fond, ah ouais, trop bien, machin, le super hack. Et tu sais que la légende raconte que Jacques Chirac, notre ancien président, c'était un spécialiste de ça. Et il allait même jusqu'à se rappeler du prénom des enfants. Et il recroisait quelqu'un. Alors, comment vont les petits c'est Lisa. Et les gens étaient et c'est vrai qu'il a gardé cette image dans la tête de beaucoup de gens comme quelqu'un de sympathique, de débonnaire, tu vois. C'est ça. Et probablement en partie grâce à ça. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra qui t'a accompagné ou que tu te répètes Non. T'es pas obligé. Hein. Ça, c'est... Je déteste ce genre de questions. Enfin, no offense. Hein. Toute proportion gardée. Je déteste sur la question parce que je sais pas y répondre, en fait, tu vois. Bah oui. C'est tellement dur de choisir un truc. En fait, j'ai des trucs du moment, si tu veux, ou des trucs qui m'ont marqué et tout. Mais là, devoir te sortir un truc... Je peux t'en ressortir un, tu vois, de tête, mais Casey Neistat, grosse source d'inspiration pour moi. Ouais. YouTuber qui a explosé autour de 2015 en faisant des vlogs quotidiens pendant plusieurs années. Ouais. Il avait un truc pour YouTube. Il a fait une vidéo là-dessus. Son mantra, c'était just keep uploading. Tu vois, continuer juste de mettre en ligne, d'uploader. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de faire sur YouTube. C'est-à-dire, je me suis remis sérieusement sur YouTube. Et en fait, au lieu de me dire, ok, dès que je trouve une idée de vidéo géniale, j'en fais une vidéo, et au final de faire une vidéo par mois, je me dis, bah, dès que j'ai une journée où j'ai rien prévu dans mon truc, je fais une vidéo, ce qui en fait est quasiment tous les jours. Et donc, je fais 4 ou 5 vidéos par semaine. Parfois, c'est des vidéos qui durent 1 minute, où je sors ma petite caméra et puis je parle d'un truc, tu vois, et puis je la pose dans la foulée. Parfois, c'est des vidéos qui durent 25 minutes, où j'explique un concept en long et en large. Dans tous les cas, ça me prend jamais plus d'une matinée pour la faire. Et j'ai une monteuse. Hein. Oui. Je préciserai que je monte tout seul, les petites vidéos, je les monte tout seul, mais les vidéos longues, j'ai fait monter quand même. Et j'aime bien, en fait, ce truc-là de dire, j'essaye pas de créer à chaque fois le concept qui va tout révolutionner. J'essaye simplement d'être toujours en train de poster de la valeur pour mon audience. Quoi qu'il arrive, même si c'est des semaines où je suis pas super chaud, où c'est pas top, tu vois, c'est pas grave. Mon audience doit savoir que quand elle me suit, elle aura toujours de la valeur, que ce soit dans sa boîte mail, sur YouTube, en podcast, n'importe où, tu vois, là où je suis en ce moment. Mais toutes les semaines, elle aura de l'inspiration, des méthodes, des choses qu'elle va pouvoir prendre pour progresser. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est vraiment super et ça te caractérise parce que tu vois, je suis fidèle depuis 2016. Et bah merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Antoine de m'avoir accordé ce moment. Pour les gens qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'ils le font ? Chaîne YouTube, on va dire. Le plus simple aujourd'hui, c'est chaîne YouTube, Antoine BM. Ok. Merci beaucoup encore une fois Antoine. Merci infiniment Anthony, à toi. Ça m'a fait très plaisir. Merci. À la prochaine. Salut. Et je vous retrouve. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à le faire. Encore une fois, merci à Antoine pour sa gentillesse, pour sa générosité, pour son accueil. On a passé vraiment un excellent moment. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2024 avec la santé. Je vous retrouve ici comme d'habitude. 2024, on ne change pas dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.